À la sortie de ChatGPT le 30 novembre 2022, j'ai fait l'erreur de penser que j'allais pouvoir publier sur le web du contenu en masse d'une qualité tout à fait acceptable et que ça allait me permettre de pouvoir atteindre mes objectifs de consultant SEO, c'est-à-dire augmentation de ma visibilité dans Google, augmentation de mes positions et par conséquent augmentation de mon trafic SEO. Et je pense que on était nombreux dans ce cas, hein. Voilà, l'intelligence artificielle générative nous promettait monts et merveilles. On avait tous un peu des paillettes dans les yeux. On était bluffés par sa capacité à produire ou à imiter un style rédactionnel humain. Et on est nombreux à s'être dit ok, c'est parti, on va pouvoir générer beaucoup de contenu, cibler des mots-clés qui sont vraiment intéressants avec un fort volume de recherche et augmenter comme ça d'une manière mécanique nos résultats, notre visibilité, notre trafic SEO. Donc je me suis adonné à ce jeu, toujours dans les limites du raisonnable, parce que j'ai jamais été comme certains, quelqu'un qui produisait des milliers de contenus en une journée, hein. Ça n'a jamais été ce que j'ai fait, mais j'ai généré du contenu avec l'intelligence artificielle, beaucoup, sur un grand nombre de mots-clés à fort volume de recherche dans ma thématique, dans l'espoir que cela marche, et cela a marché, mais un peu. En tout cas, pas du tout suffisamment à mon goût. Alors je me suis trouvé pas mal d'excuses pour expliquer les raisons pour lesquelles mon trafic SEO ne décollait pas comme je l'espérais. Alors, parmi les excuses que je me suis donné, que je me suis trouvé, je me disais que voilà, mon site julien-gourdon.fr n'avait pas assez d'ancienneté. Ma niche, le SEO, était infestée, si j'ose dire, de consultants et agences experts en optimisation de leur visibilité dans Google, et que les meilleurs, ceux qui trustaient les premières positions dans Google, avaient 10 ou 15 ans d'avance sur moi, donc ça allait me demander du temps pour les rattraper, évidemment. Et bizarrement, je suis obligé de le reconnaître, mais je remettais jamais en cause la qualité des articles que je générais. Mon process était le bon, j'en étais absolument persuadé. Mon IA, enfin en tout cas le process que j'avais mis en place avec l'intelligence artificielle générative me permettait de rédiger des articles de qualité. J'avais compris que je devais donner du contexte, et l'IA, là encore, était très bonne pour en récupérer, parce que quand on l'augmente, si j'ose dire, à des API pour scraper les résultats de la page 1 de Google. Quand on ajoute des scripts pour scraper les contenus qui sont positionnés en page 1 de Google, et que on met un peu d'IA générative, quelques modèles, des petits modèles pour identifier les types de résultats qui sont positionnés en page 1 de Google, pour identifier les questions auxquelles répondent ces pages qui sont positionnées en page 1 de Google, et qu'on ajoute des scripts également, des algorithmes de NLP pour identifier les termes saillants des contenus qui sont positionnés en page 1 de Google, l'IA augmentée de l'ensemble de ces algorithmes et de ces scripts était capable de faire des miracles. J'avais donc mis en place un système capable de récupérer toutes les informations importantes de la page de résultats de Google sur le mot-clé cible, pour ensuite générer un brief éditorial à partir du contexte récupéré, pour ensuite générer l'article donc augmenté de l'ensemble de ce contexte existant dans la page 1 de Google. Et mon process me permettait également de scorer mon article un peu à la manière d'un outil comme Your Text Guru pour ceux qui connaissent. Donc mon process était bon, j'en étais persuadé. Le problème, c'est que les résultats, encore une fois, n'étaient pas du tout à la hauteur de mes attentes. Et pourtant mon process était bon, j'en étais persuadé.
et en tout cas meilleur que celui de la très grande majorité des gens qui utilisent l'IA pour générer du contenu, j'en étais persuadé. Je continuais donc à générer du contenu en essayant de faire quelques retouches dans le process pour l'améliorer sans cesse. En fait, je me fiais à ce que disait Google, qui répétait qu'utiliser l'IA dans la production de contenu ne violait pas leurs guidelines. Mais en réalité, j'avais peut-être pas suffisamment focalisé mon attention sur la deuxième partie des bonnes pratiques conseillées par Google dans la génération de contenu. En fait, il disait que l'utilisation de l'IA pour produire du contenu n'était pas sanctionnée en soi par ces algorithmes, mais à la condition que le contenu soit réellement utile aux internautes, réponde à leurs vrais besoins et apporte une vraie valeur ajoutée. Et aussi incroyable que cela puisse être, j'ai mis des années à comprendre que mon process n'était pas le bon. Et si j'avais des résultats qui n'étaient pas à la hauteur de mes espérances, ce n'était ni la faute de mon nom de domaine qui était soi-disant trop jeune, ni la faute de mes concurrents qui étaient soi-disant trop anciens, trop installés. Moi qui me pensais très expert dans l'utilisation de l'IA, notamment pour produire des articles de qualité, mon process était en réalité pourri à la racine. Pourquoi ? Parce que mes articles ne faisaient que répéter ce que mes concurrents disaient déjà. Et au final, c'est ce que nous faisions tous. Tous ceux qui, comme moi, utilisaient l'IA pour générer du contenu ne faisaient que répéter des informations qui existaient déjà sur le web. Tout simplement parce que l'IA ne sait faire que ça finalement. Aussi douée soit-elle pour imiter la rédaction humaine, elle est incapable de produire de la nouveauté à moins d'halluciner, c'est-à-dire produire des contre-vérités. Et c'est précisément les garde-fous que Google a mis en place. Les informations qui existent déjà sur le web, le moteur de recherche considère qu'il n'a pas besoin de les indexer. Pour des problématiques de coût et de réputation, à mesure que de plus en plus de contenus sont générés par l'IA, et alors même qu'ils répètent que l'intelligence artificielle n'est pas le problème, Google, ces dernières années, n'a fait que durcir les règles du jeu. Il veut des informations nouvelles, des points de vue, des opinions, des preuves de votre expertise. Autrement dit, l'IA, à elle seule, ne suffit pas à produire du contenu de qualité aux yeux du plus grand moteur de recherche au monde. Vous avez beau avoir le meilleur système au monde, vous ne réussirez pas à séduire Google sur la durée si, à un moment ou à un autre du process, l'humain n'intervient pas dans la boucle. Et plus vous produirez du contenu qui ne sera pas jugé suffisamment qualitatif par Google pour se positionner dans ses pages de résultats, plus la qualité du site dans son ensemble se dégradera aux yeux de Google. Et moins vos nouveaux contenus auront des chances de se positionner. C'est un cercle vicieux. Comme beaucoup, j'ai fait l'erreur de produire beaucoup avec l'IA, croyant que l'intelligence artificielle allait faire de moi le roi de la serpe dans ma thématique. Or, je crois qu'aujourd'hui, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Et c'est la même chose si vous visez la visibilité dans les moteurs génératifs de type ChatGPT, Perplexity, Grok ou n'importe quelle plateforme conversationnelle. Parce que tous ces moteurs, tous ces nouveaux moteurs, en fait, attendent de la nouveauté. Sinon, elles n'ont aucun intérêt à vous citer. Vous devez produire des contenus de très grande qualité, démontrant clairement la cohérence de votre expertise dans le temps, et cette hyper qualité demandée à la fois par Google et les moteurs IA demande forcément du temps. C'est la raison pour laquelle j'ai complètement changé mon fusil d'épaule. Pour augmenter ma visibilité dans les moteurs de recherche et dans les moteurs génératifs de type ChatGPT et continuer à plaire à mes lecteurs, puisque c'est au final l'objectif ultime, j'ai décidé de produire moins pour produire mieux.
Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des petites histoires du SEO et du GEO. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao.